Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Un nouveau rendez-vous de l'émission Le Grand Déballage. Et c'est un énorme plaisir pour nous de vous retrouver. Aujourd'hui, nous avons sur le plateau un invité exceptionnel. Il est le biographe de Thomas Sankara, leader de la révolution burkinabé, adulé par la majorité des Burkinabés, celui-là même qui a incarné l'idéal donc d'une jeunesse africaine qui s'est affranchie des termes liés donc au colonialisme. En tout cas, beaucoup de mots à utiliser pour parler donc de Thomas Sankara. Monsieur Bruno Jaffré, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Burkina Info. C'est un énorme plaisir pour nous de vous recevoir. C'est la énième fois que vous venez au Burkina Faso. Alors, 30 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, dites-nous quel sentiment vous anime. Je suis assez heureux de voir que enfin on a pu rétablir la vérité sur la période où il dirigeait le pays et que les Burkinabés se saisissent de cette pensée, de ce travail, etc. Vous parlez de quelle vérité? La vérité sur son travail, sur qui il était et sur la justice. On y va petit à petit, on en parlera j'imagine un petit peu plus tard, mais donc oui, je suis content de voir que la jeunesse s'en réclame, qu'elle s'est saisie de Thomas Sankara pour lancer une insurrection victorieuse, massive, extraordinaire. Je pense d'ailleurs qu'on n'a pas encore bien compris, en tout cas à l'extérieur, la période historique exceptionnelle qu'a été cette insurrection. Voilà, tout ça est... Bon, c'est satisfaisant pour moi. Je suis content de voir tout ça. Alors, à vous entendre, on a l'impression que c'était un défi immense, que l'on puisse mieux comprendre qui était Thomas Sankara, qu'est-ce qu'il a fait, ainsi de suite, parce que la population ne s'était pas appropriée le combat qu'il a mené, selon vous? Si, mais en fait, mon travail a commencé le jour où on l'a tué. Enfin, j'avais commencé un petit peu, puisque j'étais venu faire des reportages dans le pays, j'ai dû en faire 2. Donc, bon, quand on vient de l'extérieur, bon, j'ai quand même tourné dans le pays, j'étais dans des usines, dans des CDR, tout ça. J'ai assisté à un tribunal populaire de conciliation, à des meetings, tout ça. Dans le meeting, peut-être pas, mais bon, j'ai circulé un peu. Mais c'est vrai que dès qu'on l'a tué, on a tenté de l'effacer de la mémoire. Et moi, j'avais terminé mon premier livre en 88, en fait. Simplement, il est sorti en 89 parce que c'est des questions d'édition. Il n'y avait pas encore les ordinateurs comme maintenant, donc c'était plus long. Et en fait, j'étais venu à cette époque je suis venu séjourner invité par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, je pense que ça s'appelle, et de l'Emploi, M. Fidel Touri, pour donner des cours à ses employés, puisque moi je travaillais au PTT, à l'époque ça s'appelait PTT, et je fais partie de la génération qui avait introduit les micro-ordinateurs dans les services. Ce qui fait que je me suis trouvé là en juillet 87, de juillet à novembre 87, et donc j'avais peut-être intérieurement l'envie de faire un livre, mais c'est quelque chose qui me dépassait, puisque ce n'est pas du tout ma formation, puisque j'ai fait des études de mathématiques pures en fait. Voilà, mais c'est simplement la passion. Donc quand j'étais là, je trouvais que l'expérience révolutionnaire était intéressante. Je circulais plutôt incognito en fait, contrairement à beaucoup de gens qui ont été rencontrés Thomas Sankara. Moi, je ne l'ai rencontré qu'avant la prise du pouvoir. Donc pendant 3 heures, j'ai pu un peu appréhender l'homme que c'était, son programme politique, sa vision, etc. On a pu discuter pendant 3 heures, donc c'était passionnant. Mais après, il s'est trouvé que moi je rencontrais les gens du PAI, Parti africain d'indépendance, et il y a eu des divergences dès la première année de la Révolution, et les gens du PAI, certains ont été emprisonnés, etc. Et donc j'avais une vision déjà assez contradictoire de ce qui se passait. Voilà. Malgré tout, j'avais, si vous voulez, ce qui m'a permis de sentir l'importance, puisque j'avais une connaissance assez superficielle du Burkina, même si je suis venu une fois, c'est que j'avais vécu 2 ans en Côte d'Ivoire, de 80 à 82. J'avais fait ce qu'on appelle volontaire du service national. J'étais parti comme enseignant en mathématiques à Bouaké, dans le collège technique. Donc j'avais un peu appréhendé les problèmes de l'Afrique en général, et effectivement j'étais parti de la Côte d'Ivoire, qui était présentée comme un modèle, moi de façon beaucoup plus pessimiste, puisque j'avais pu, avec beaucoup d'efforts, discuter avec des Ivoiriens conscientisés, comme vous dites ici, et donc je sentais, et je ne voyais pas comment on pouvait changer un tel pays
Ouais. C'est bien la jeunesse que vous êtes en train de Ouais. faire, hein, sur Ouais. Thomas Sankara. Vous l'avez rencontré avant la prise du pouvoir. Ouais. Dans quelles circonstances vous l'avez rencontré et c'était à quelle occasion que vous avez eu à discuter avec lui? Alors là, j'avais, on va dire, un mandat de journaliste, même si c'est pas ma profession. J'avais été envoyé par un hebdomadaire du Parti communiste français, puisque à cette époque-là, j'étais membre du Parti communiste français. Est-ce qu'il vous a bien accueilli parce qu'on sait que Thomas Sankara et puis tout ce qui est colonialisme et néocolonialisme, il était un peu réfractaire à cette Il idée-là? n'est pas comme ça, je pense qu'il accueillait les étrangers correctement. Mais bon, là, on était, comme vous savez, dans une situation particulière. Il m'a... Alors, je suis passé par des amis qui sont devenus mes amis. Monsieur Fidel Doué et le défunt André Niamba qui est décédé l'an dernier et qui est resté mon meilleur ami. Donc c'est par eux que j'ai eu cet entretien, mais je sais que je l'ai eu parce que Thomas Sankara voulait délivrer un message au Parti communiste français. Ça m'a été plus ou moins clairement dit, et donc j'ai fait mon travail pour de rendre compte au Parti communiste français, mais c'est-à-dire que je posais des questions pour connaître un peu plus en détail sa ligne politique, mais j'étais impressionné aussi tout de suite par d'autres qualités, son charisme, son intelligence, sa sensibilité sur les problèmes Et de son vous pays. avez dit, ce jeune homme-là, peut-être à la tête d'un État, ça pourrait apporter véritablement ce changement tant escompté depuis les années 60 dans les pays africains? Oui, c'est un peu ce que je me suis dit parce que je sentais une énergie en plus, une vision politique, tout ça qui était ce qu'il fallait et l'envie de bousculer, ce qui est aussi... La jeunesse peut-être, ou bien c'était un idéaliste convaincu qui voulait véritablement faire changer les choses? Bah, c'est tout ensemble, c'est un tout en fait. Il n'était pas idéaliste, c'est un mot un peu péjoratif, il était, je trouve moi, assez pragmatique. Il était idéaliste dans la mesure où, si vous voulez, il a une idéologie, il croyait à ce qu'il faisait, il avait une confiance aveugle en son peuple, enfin pas aveugle, mais une confiance très importante envers son peuple. Donc il y avait ce genre de choses qui m'ont aussi beaucoup intéressé. Effectivement, quand je suis sorti, j'ai eu conscience d'avoir vécu un moment très important et d'avoir été au cœur d'un moment important. Voilà, donc j'ai fait mon travail quand je suis rentré, mais comme mon article est paru, j'étais sans doute j'étais pas journaliste de profession, mais on va mettre une guillemets, j'étais un des journalistes les mieux informés de ce qui allait se passer, et ben, on m'a reproché de ne pas avoir fait un scoop et que ce que je savais n'avait pas été diffusé dans les médias, mais c'était mal connaître ce qu'étaient les médias occidentaux. Pour qui, bon, le Burkina est un petit pays, bon, on regarde Petit ça pays perdu au cœur de l'Afrique de l'Ouest, ainsi de on suite. regarde Voilà. ça de temps en temps, ce qui se passe, voilà. Donc et donc ça m'a donné envie de retourner, donc j'ai fait des reportages. J'ai toujours eu pour l'habitude de circuler en bas. C'est seulement maintenant que je vois que j'ai tellement d'amis que j'arrive à trouver des chauffeurs qui me font circuler dans la ville sans... Mais à cette époque-là, je marchais dans la rue, je m'arrêtais partout, je discutais avec les jeunes qui sont toujours prêts à discuter, et j'échangeais comme ça en permanence. J'allais partout, en fait. Et donc enfin, je pense avoir senti ce qu'il y avait dans cette population, qui est très différent de ce que nous vivons chez nous. Et vous vous êtes dit peut-être ma rencontre avec Thomas Sankara, après celle avec la population, il y avait certainement une convergence de vues entre lui et son peuple en son temps? Ben, en tout cas, dans ce qu'il disait, je l'espérais, parce que quelqu'un qui annonce un programme... Et puis peut-être aller Voilà. à la rencontre des populations pour savoir est-ce que c'est que ce jeune homme-là pense, ça peut être véritablement bien accueilli au sein de son peuple là. Alors ça, je ne savais pas trop. Hein, je savais pas trop, parce que justement, quand je suis venu à cette époque-là, je ne connaissais pas bien le pays comme maintenant. Et c'est là que j'ai commencé, donc je me suis un peu dépassé, hein, parce que faut dire que accepter un rendez-vous avec un tel dirigeant alors qu'on n'a quasiment aucune expérience est un défi que je me suis lancé alors que ça me dépassait complètement. Mais je me suis dit, il ne faut pas que tu te dégonfles, comme on dit en français, tu vas y aller et puis tu vas faire ce que tu peux. Voilà. Et après, Oui. ça a entraîné effectivement cette rencontre m'a entraîné, me dit il faut que je parle de ce qui va se passer, c'est pour ça que je suis revenu, etc. On n'allait pas me chercher pour me dire il faut aller là-bas. Après c'est moi qui allais, je disais bon je voudrais aller là-bas pour telle ou telle chose, et puis voilà, j'ai dû publier quelques articles à ce moment-là, c'est comme ça, mais j'étais pas missionné par le journal, mais je revenais avec des articles. Alors, vous avez rencontré Thomas Sankara avant la prise du pouvoir et après votre départ, il a pris le pouvoir. Est-ce que sa prise du pouvoir vous a étonné? Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur ce qu'il fera d'un pays comme le Burkina Faso? Évidemment que, bon, c'est à ce moment-là que j'ai réagi en me disant, mais c'est extraordinaire, tu as vu quelqu'un de cette envergure. Oui, non mais, oui, il est jeune, mais bon, il avait quand même la tête bien
bien sur les épaules, comme on dit. Il avait un discours politique très clair, en même temps très clair au point de vue idéologique, mais très clair de façon pratique. Une espèce de pédagogie de la révolution, comment on va faire pour bousculer ce peuple, pour qu'il se prenne en charge, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il a exprimées pendant l'entretien, et qui sont d'ailleurs, je pense, retranscrites dans la biographie, je crois, à la fin. Soit dans la biographie, il y a la retranscription de mes notes, donc il explique tout ce qui va se passer à ce moment-là. Donc voilà, et je me suis dit, il faut étudier. On peut pas, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de promesses, et quand ils se mettent, quand ils accèdent au pouvoir, ils ne font, enfin c'est pas qu'ils ne font plus rien, mais ils changent complètement. Ils sont pris par le pouvoir et par par les artifices, tout ça. Non, lui, il a continué. Et effectivement, on voyait bien que ça ne lui avait pas tourné la tête, qu'il continuait à cultiver cette proximité avec le peuple, comme on dit ici. Et je me rappelle, moi, j'allais boire du thé dans un grain qui était le quartier qui était juste à côté de la cité en Troyes, et j'allais très souvent discuter avec eux. Pendant cette période-là, j'allais boire le thé avec ces gens-là. Et j'avais tout, là. Il y avait un commerçant à qui on avait, à ce moment-là, on a fermé les commerces qui ne payaient pas leurs impôts. Il y avait un jeune CDR qui était très, très chaud, etc. Et tout le monde, et puis il y en avait d'autres, je ne me rappelle plus. Et j'avais des discussions assez passionnantes et régulières, assez approfondies. Bon, puis j'avais des amis. Moi, j'habitais chez des enseignants. Enfin, j'ai commencé à cultiver. Et maintenant, j'ai énormément d'amis dans ce pays. Et tout le monde, beaucoup me proposent de... La révolution aura duré donc 4 ans, 83-87. Ouais. Pendant cette période, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous n'avez pas eu la chance de rencontrer Thomas Sankara. Alors je pense que maintenant je dirais presque que j'ai eu la chance de ne pas le rencontrer. Ah oui, pourquoi? Parce que justement, Sankara est un grand séducteur, dans le sens, il a un beau sourire et il mettait beaucoup de journalistes dans sa poche, il savait, il a beaucoup de charisme, voilà, c'est un homme qui explose. C'est un communicateur né. C'est-à-dire que, bon, vous le mettez devant une caméra, il explose, ce que c'est loin. Donc, donc c'est un peu une chance d'avoir justement circulé dans cette révolution, tout en fréquentant, j'ai rencontré les dirigeants du PAI dans la clandestinité, et qui me dépeignaient, qui me parlaient des problèmes qu'ils rencontraient, etc. Donc j'avais une vue qui n'était pas... dithyrambique de ce qu'était la révolution. J'avais et je dis j'ai eu cette chance parce que je n'ai pas été pris, comme beaucoup de gens, dans les voitures de la présidence où finalement, voyez, vous imaginez ce que c'est, on est trimballé d'un endroit à l'autre et finalement on perd la connaissance de ce pays. Moi j'ai toujours eu cette volonté de rester en bas et de circuler incognito. J'écrivais avec un pseudonyme. Vous avez eu la volonté de le voir, non? J'ai cherché, mais si vous voulez, si j'ai cherché parce que je voulais lui poser des questions. Mais non, c'est pas lui qui a pas voulu. Qu'est-ce qui vous a empêché de le rencontrer? Je pense que c'est autour de lui qu'on voulait pas. Vous savez que, oui, vous savez que il était entouré de gens qui se disaient communistes, qui étaient plutôt pour l'Albanie ou la Corée du Nord ou la Chine, et ils n'aimaient pas du tout le Parti communiste français qu'ils considéraient comme un ennemi. Donc ils voulaient pas. Moi, je suis passé par la voie officielle, le service de presse de la présidence. Je ne sais pas combien de fois j'ai essayé, peut-être 1 ou 2 fois, mais pas plus, parce que c'était pas forcément le plus intéressant pour moi. Et ce que je n'ai pas fait, c'est que je n'ai pas demandé à Fidel Toé qui m'avait fait venir, je ne lui ai pas demandé officiellement d'aller voir le président, et lui ne m'a pas proposé de m'arranger ce rendez-vous. Et donc j'ai préféré rester comme ça, et je considère donc que c'est une chance parce que le terme objectif est fort, mais je considère de ne pas avoir été séduit finalement par sa personnalité, etc. Et donc d'avoir plutôt appréhendé cette révolution par le bas, et puis donc d'en faire plutôt... Alors ce qui est intéressant, c'est que la biographie n'a pas été mon premier projet. Mon premier projet, ça a été de faire un livre sur la révolution. C'est un bilan pas exhaustif, mais avec toute la documentation que j'avais, un chapitre comment dire, un sur la santé, un sur l'éducation, etc. Des reportages pour que les gens appréhendent la réalité du pays, mais qui parlent assez peu de Sankara en tant qu'individu. Ce qui peut être intéressant à cette étape de notre échange avec vous, c'est de nous dire, puisque vous n'avez pas pu voir Thomas Sankara, cela ne vous a pas empêché de séjourner à plusieurs reprises sous la révolution au Burkina Faso, au sein des populations. Est-ce que vous avez senti à un moment donné une certaine exaspération? Parce que les CDR, à un moment donné, excellaient dans les faits et gestes. Même Thomas Sankara lui-même l'a dit à plusieurs reprises, il y avait des abus qui avaient été constatés finalement. Exaspération, c'est pas le mot qui convient.
J'ai surtout senti ça au ministère de la fonction publique. Oui. Qu'il y avait des problèmes, qu'il y avait des gens compétents qui avaient été mis de côté, etc. Enfin, avec qui je donnais des cours, en fait. Bon, là, je sentais qu'il y avait un mécontentement. Hein. Mais si vous voulez, bon, il faudra en parler. C'est une des contradictions essentielles de la Révolution. On veut faire un transfert de richesse de ceux qui sont dans les villes, pour simplifier, que ce soit des salariés jusqu'aux commerçants, aux gros commerçants, vers les campagnes. Donc finalement, la couche sociale qui était acquise à la Révolution, c'était la petite bourgeoisie, qui n'était d'ailleurs beaucoup moins nombreuse que maintenant, mais c'était elle, c'est-à-dire, on entend là par les quelques salariés, les intellectuels, les étudiants, etc. Enfin, vous voyez, c'était ça. Et cette classe-là était acquise à la Révolution, mais c'est finalement elle, avec les commerçants et les gros entrepreneurs, qu'on obligeait, je me rappelle comment on les avait obligés à construire des immeubles à 2 étages, ou on avait obligé Canazoé à construire des routes de Gournay, bon, mais c'est eux à qui on a demandé directement, on va retenir vos salaires de 12%. Donc vous voyez cette contradiction, la seule couche qui était foncièrement gagnée à la Révolution, c'est celle à qui on demande le plus d'efforts. Vous voyez ? Et donc ça, c'est une des contradictions qui crée ce type de mécontentement. Avec, bon, on peut s'étendre largement sur les CDR, tout ça, mais oui, en fait, donc ça, et moi, j'étais chez eux, au ministère de la fonction publique, j'étais parmi eux. Et donc c'est vrai que, bon, il y avait des gens qui étaient toujours enthousiastes, mais il y en avait, ceux que je côtoyais tous les jours étaient un peu déçus, ils étaient déçus, ils disaient on a raté quelque chose, etc. Vous voyez, c'était un peu... Mais pas tout le monde, je voyais bien que dans le pays, il n'y avait pas que ça. Oui, mais en ce moment, on pourrait dire que dans la fonction publique, il n'y avait pas de lourdeur administrative, tout allait pour le mieux. Bah, c'est pas si simple que ça, mais ça travaillait bien en ce moment. En fait, ce qu'il faut, alors moi, ça, je l'ai vécu à la fin de la Révolution. Et il y avait effectivement, c'est quelque chose que je n'ai pu analyser qu'après, mais il y avait tous ceux qui complotaient par en dessous, par les organisations UCB, GCB, ELCR, bon, tout le monde sait qui c'est, enfin tout le monde ne sait pas, mais on ne va pas s'étendre. Pas l'ULCR, non, puisque eux étaient du côté de Sankara, mais le GCB, l'UCB et l'ULC, qui complotaient par en dessous, en plaçant leurs adhérents qui étaient dans des postes, voilà, et qui l'administration était infiltrée à un moment donné. Ah, certainement, oui. Et qui contribuaient à ce mécontentement, il soufflait sur des braises, si vous voulez. Vous voyez, donc c'est un peu ça qu'il y avait. Donc l'ambiance n'était pas bonne, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que je me suis déjà accroché à des gens à Paris en disant qu'à la fin de la Révolution, il y avait du mécontentement, et eux me disaient non, c'est pas vrai, etc. Bon, moi j'étais là, je le voyais bien, je veux dire, à l'extérieur, on pouvait penser que c'était... Voilà. Mais, bon, et si vous voulez, ce qui est grave pour votre pays, c'est que Thomas Sankara avait compris ça. Le 4 août 87, il dit on va rectifier un certain nombre de choses, il dit on va s'arrêter en gros, et on va s'asseoir un peu, on va réfléchir, il fait une circulaire pour demander à réintégrer les gens qui étaient dégagés, et c'est à ce moment-là qu'il est critiqué comme étant un réformiste. Donc ça veut dire qu'on a tué... L'histoire a été tronquée à ce niveau apparemment. Absolument. Ça veut dire qu'on a tué Thomas Sankara, alors qu'il était en train de construire un pas qualitatif supérieur de la Révolution, puisqu'il voulait justement, il voulait retourner convaincre des gens qui avaient été un peu comme ça injustement traités, et on le tue à ce moment-là, sous prétexte que il était plus assez révolutionnaire, vous voyez, et vous savez tous ce que sont devenus tous ces gens qui le traitaient de réformiste, ce sont eux qui ont été sans état d'âme, à part quelques-uns, vers le libéralisme, les ajustements structurels et vers la société qui est là aujourd'hui. Ça, c'est une idée très importante, très peu connue. Par exemple, le 14 octobre, il y a une hausse des salaires qui est votée au Conseil des ministres. Et Blaise Compaoré se revendique de cette hausse des salaires, le jour du Front Populaire. Il l'annonce, et donc les gens pensent que c'est lui qui a décidé ça, alors qu'elle a été décidée le 14 octobre. Vous voyez un peu, effectivement, ça a été tronqué quand ils ont fait les assises de la rectification, je pense que ça s'appelle. Il n'y avait personne qui pouvait défendre Sankara dans cette chose-là. Ils étaient tous emprisonnés, voire torturés très durement. Ce n'est que maintenant qu'on a diabolisé, on a montré l'image d'un monsieur, on n'a même pas parlé de dictateur, mais c'est tout comme, parce que la caricature qui a été faite de l'image de Thomas Sankara après le 15 octobre, apparemment, c'était une autre personne qui avait été définie. Ouais. Bon, ça c'est triste, et les gens qui étaient au pouvoir, les gens leur en veulent en fait. Hein. Les gens leur en veulent. L'insurrection, c'est la revanche
du peuple, si vous voulez. 30 ans après, c'est trop long, mais il fallait ce temps pour construire une alternative. Le pouvoir était censé être fort, il a été pendant très longtemps, il était soutenu par toutes les chancelleries occidentales, il rendait service à la France, etc. Il était le Houphouët-Boigny de la région, etc. Donc il était soutenu à tout point de vue. Et donc il a fallu s'organiser, et le peuple a organisé plusieurs luttes, à commencer par celle sur la justice pour Zongo en 98, qui a été peut-être le retour de mouvement social, à part les grèves, hein, du retour du mouvement, je ne sais pas s'il faut dire démocratique, mais une reconscientisation du peuple en se disant il faut qu'on se remette en mouvement. Alors revenons donc sur le cas Thomas Sankara. On a l'impression aujourd'hui que beaucoup de réalisations, beaucoup d'œuvres à mettre à l'actif de Thomas Sankara sous la gouvernance de Blaise Compaoré ont été totalement cachées au peuple finalement. Ça, je ne peux pas trop vous dire. Personne ne va cacher que les cités en 2, en 3 ont été construites pendant la Révolution. Je crois que même le projet de Ouaga 2000 existait dans sa tête. Il faudrait vérifier, mais je crois bien en avoir entendu parler, etc. Je ne suis plus tout à fait sûr. Bon, voilà, il y a plein de choses. En tout cas, lui, il avait une ambition pour la ville assez importante. Il y a plein de choses qui ont... Tous les barrages, tout ça, c'est des projets qui sont nés à ce moment-là. Enfin, ça, c'est des choses que j'ai plus trop en mémoire, mais bon, il y a plein de choses qui ont continué finalement. Mais difficilement, parce que si vous voulez, ce pays-là ne peut se développer si le peuple ne met pas la main à la tâche, comme on dit, et s'il n'est pas dirigé par des dirigeants politiques en qui il a entièrement confiance, parce que ça demande des sacrifices. Là, à la tête de ce pays, les gens ne sont pas à même de demander aux gens des sacrifices. Ils ne donnent pas l'exemple, et en plus, ils ont co-gérer le pays avec Blaise Compaoré pendant très longtemps. Donc ils ne sont pas dans une situation de ça. Alors si on revient sur le cas de Thomas Sankara, avant de parler de la gouvernance actuelle du pays, pendant les 4 ans de la Révolution, Thomas Sankara avait des discours qui allaient vers les femmes, les jeunes, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques aspects importants des messages de Thomas Sankara? Parce que sur ce plan aussi, beaucoup se réfèrent à vos différentes publications. Alors bon, là, j'ai publié un livre, il doit y avoir une trentaine de discours, donc effectivement, vous avez dit, le discours pour les femmes était connu. Hein. Le discours de Gawa, que je n'ai pas publié, le soir je vais regarder, je ne l'ai pas publié parce que j'ai découvert, en fait, qu'il a fait ce discours après avoir tenté d'imposer une réforme de l'éducation. Et donc, j'ai préféré publier un discours dans lequel il explique cette réforme. C'était son projet. Et le discours de Gawa est un discours qui s'adresse à la population en leur disant si ça ne va pas, c'est de votre faute. Donc c'est un discours qui s'adresse à la conscience, mais dans lequel il n'y a pas de mesure, puisque toute la réforme de l'éducation qui était très ambitieuse a été supprimée. Donc je ne l'ai pas mis, mais tous les discours sont sur le site thomassankara.net d'accès libre. Ensuite, vous avez, bon, ce qu'il y a d'important dans Nouveauté, parce que ceux qui étaient connus jusqu'ici étaient souvent destinés à l'extérieur, de façon indirecte. Le discours des femmes, c'est ça m'a toujours posé question parce que il est difficile de comprendre un certain nombre de choses dedans, et donc on ne sait pas trop. Il l'a fait ici devant les femmes, mais bon, il y a des références philosophiques, etc. Il y a des références politiques, etc. Je pense qu'il y a des parties que les femmes peuvent bien comprendre quand il décrit la vie des femmes, etc. Donc c'est un peu spécial. Après, vous avez comme nouveauté, vous avez le discours, par exemple, adressé aux forestiers. Jusqu'à maintenant, le discours écologiste de Sankara, c'était celui qu'il avait prononcé à la journée de l'arbre, je crois, à Paris, je ne sais plus entre quelle année. Et là, donc, grâce au jeune Daouda Coulibaly, qui est remercié dans le livre, qui a été assidoyeur, on a un discours où là, on s'adresse à la population sur la question des 3 luttes, on explique en détail ce que c'est, donc ça, c'est important. Et puis, ce qui est très important dans ce livre, c'est que on a retrouvé tous les discours du 4 août, et tous ceux du Nouvel An, qui manquaient. Et en fait, c'est important parce que... Les discours avaient les mêmes connotations. Non, justement, c'est ce que on a l'impression que de nos jours, la plupart des dirigeants du monde entier sont dans la même dynamique. Hein. Les discours du Nouvel An, c'est pratiquement du copier-coller avec quelques virgules près, à quelques exceptions près. Le contenu demeure pratiquement le même. Est-ce qu'avec Thomas Sankara, c'était pratiquement la même chose? Moi, j'écoute pas trop les discours du Nouvel An des présidents occidentaux. Même sur donc je ne peux pas vous répondre. Ça, je peux vous répondre en disant que sur le continent africain, ça ne change pas beaucoup non plus. Non. Voilà. Alors ce qui est important dans ces discours, c'est que cela s'adressait à son peuple. Donc vous avez dans ces discours du Nouvel An et
des 4 routes, vous avez donc le bilan de ce qui s'est passé et ce qui va se passer, le programme, etc., puis les autocritiques. Donc c'est ça qui est intéressant, qui manquait un petit peu. Parce que Sankara était un des champions de l'autocritique. Et si je peux me permettre de lancer un appel, nous cherchons, plusieurs personnes ici et moi, le discours de la deuxième conférence nationale des CDR, qui demeure introuvable. Alors c'est un des discours les plus importants, et c'est probablement lui qui critique le plus à fond ce qu'étaient les CDR. Vous voyez, donc voilà. Alors, le discours le plus emblématique pour beaucoup de Burkinabés, c'est le DOP, le 2 octobre. Oui, alors je ne sais pas si c'est le plus emblématique. Parce qu'avec un contenu quand même assez Voilà, fort, qui donne des orientations sur ce qu'il pense faire du Burkina. Je vais vous dire, il n'y a plus personne dans ce pays qui parle de la lutte des classes, quasiment, au sens marxiste du terme. Or, ce discours est entièrement inspiré du marxisme. C'est Valère Sommet qui l'a écrit un peu avec Filippo Draugo, qui était dirigeant du PAI. C'est un discours où on décrit l'état du pays par la vision de la lutte des classes. Donc quand les gens disent que c'est le discours emblématique, si plus personne n'emploie le mot lutte des classes, c'est qu'ils n'ont pas bien compris ce qu'il y a dans ce discours. Le plus emblématique, c'est pas celui-là, le plus emblématique. Enfin, à ma connaissance, hein. Bon, les gens parlent du DOP, mais ils savent même plus ce qu'il y a dedans. Enfin, ou alors ils font semblant de ne pas comprendre. Mais c'est la lutte des classes. C'est-à-dire il y a des classes sociales qui combattent les unes entre les autres, et etc. Et les contraires. Et c'est une réalité jusqu'à présent au Burkina. Évidemment. Pour moi, je suis d'inspiration marxiste aussi. On peut, pas entièrement, mais on peut expliquer une partie de l'histoire par justement ces confrontations de classes, la bourgeoisie contre les ouvriers, la féodalité contre la bourgeoisie, etc. Aujourd'hui, au Burkina, c'est un peu plus complexe, parce que justement, c'est une des remarques que je m'étais faite, c'est que dans ce discours, il manque une analyse fine du monde rural. Puisque ici, vous avez des ethnies qui ont des systèmes sociaux totalement différents, enfin très différents, et pourtant, y compris dans le monde rural, il y en a des gens qui profitent des autres, qui exploitent les autres. Et c'est très difficile à faire parce qu'on est dans un système social original, et ça a probablement manqué à la Révolution de ne pas faire cette analyse de fond, parce que Sankara voulait faire des paysans une classe révolutionnaire. Alors il ne pouvait pas le faire en 4 ans, hein. Il a essayé, il a fait l'Union des paysans, la journée des paysans, il les faisait venir, etc. Bon, il a essayé, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en quelques années. C'était également une difficulté avec les chefs coutumiers. Ça, c'est Absolument. ressorti dans ses discours à plusieurs reprises. Parce qu'on a pu voir une déclaration lors d'un meeting où il disait clairement aux chefs d'enlever leur bonnet pour travailler avec le peuple, ainsi de suite. Voilà. Donc chose qui ne passait pas dans certaines communautés. Non. Et aujourd'hui, plus personne n'ose critiquer le Moronaba. À ma connaissance, moi, je vois de l'extérieur, tout le monde, quand il y a un problème, tout le monde va voir le Moronaba. Alors que sous la Révolution, c'était impensable. Il était, je ne sais pas exactement qu'est-ce que je peux dire, on lui a coupé l'électricité, etc. Donc ça, c'est le discours le plus emblématique. Je pense que c'est le discours de l'ONU quand même, qui est un magnifique discours. Le discours à l'OUA sur la dette. Oui, alors celui-là, je pense fondamentalement, c'est parce que c'est un des seuls dont les images ont circulé le plus. Sur la dette. Oui. Mais avec quand même un contenu assez pertinent. Alors ce que je veux vous dire, mais vous voyez bien qu'il semble, alors c'est ça qui est extraordinaire dans ce discours, c'est qu'il semble improviser, et en fait il décrit le système de la dette de façon très pertinente, en expliquant... endogène, et ainsi de suite. Ce qui est important, ce qu'il dit, c'est que, comment s'est créée la dette? On nous a envoyé des experts, il appelle ça les assassins techniques, qui nous envoyaient faire des projets clés en main, ils amenaient l'argent, hein. Donc des projets qui souvent n'ont pas été viables. Je me rappelle en Côte d'Ivoire avoir vu des usines à sucre qui n'avaient jamais été en service. J'ai vu ça aussi à Madagascar, hein, je ne me rappelle plus quelque chose. Bon. Et donc après, ils reviennent pour demander le remboursement. Et c'est comme ça qu'on a opprimé les peuples en Afrique, et c'est comme ça qu'on opprime le peuple en Grèce, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent très endettés, et la Commission européenne, qui est dirigée par des gens qui défendent les banques, etc., parce qu'ils considèrent, c'est eux qui s'enrichissent en fait avec l'endettement, puisque les banques, elles s'enrichissent de ça, puisque voilà. Et aujourd'hui, personne n'a l'air de s'inquiéter du PNDES, qui probablement a une part importante de fonds prêtés. Et donc, on va y avoir ce phénomène. Alors, si les gens disent que ce discours de la dette est emblématique, je n'entends personne ici s'inquiéter de l'endettement que va créer le PNDES.
qui est créé justement parce que les dirigeants politiques ne sont pas en mesure de demander à la population de travailler de leur propre gratuitement. Donc c'est une remise en cause, le PNDS pour vous clairement, c'est une remise en cause de ce que ne voulait pas Thomas Sankara. On ne va pas dire, c'est normal que le nouveau gouvernement ait un projet ambitieux pour le pays. Cela dit, il a du mal alors d'abord, apparemment, on n'a pas récupéré tout l'argent que les gens ont volé sous le Blaise Compaoré, donc ça c'est un problème, ça aiderait beaucoup au développement, il y a des difficultés à le faire, et il est dans cette logique d'aide extérieure. C'est quand même un projet qui est né dans le pays, probablement qu'il y avait des experts étrangers qui ont aidé à faire ce plan. Mais il l'a dit, hein, si le Burkina Faso seul refuse de payer la dette, il ne sera pas là à la prochaine conférence. C'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que c'est un instrument d'oppression des peuples, la dette. Ça sert à ça. Ça sert à enrichir les banques et c'est un instrument d'oppression des peuples. Voilà. Alors, vous avez parlé du discours à l'ONU. On a pu voir quand même quelques images depuis la chute de Blaise Compaoré sur le discours de Thomas Sankara à l'ONU. Là également, il a clairement dit qu'il était venu pour défendre un peuple de quelques millions d'habitants et ainsi de suite. Écoutez, ce discours, depuis lors, la tribune de l'ONU est devenue peut-être une tribune où chacun va faire un discours classique et puis on rentre chez soi et puis on reprend ses activités domestiques pour les chefs d'État. Je ne suis pas trop les discours de l'ONU, mais je pense qu'il y a sans doute parfois des dirigeants qui font des discours un peu différents, j'imagine. Mais bon, là, je ne peux pas vous dire. Mais pourquoi le discours de Thomas Sankara à l'ONU vous a autant marqué? Il a autant marqué d'abord parce que on avait sa voix, c'est-à-dire assez rapidement, on avait l'enregistrement. Et je pense qu'ici, beaucoup de gens ont cet enregistrement et le passent dans les réunions, etc. Il est frappant parce que il rassemble un peu la personnalité de Thomas Sankara. Il y a cette sensibilité, cette empathie avec la population, la pauvreté, et aussi ses orientations politiques très précises. À ce moment-là, les sujets c'était l'apartheid, le néocolonialisme, la solidarité avec les Palestiniens, etc. Donc, et cette franchise avec les dirigeants occidentaux, vous êtes les complices de tout ça, etc. Et il faut qu'on s'unisse. Vous voyez, il y a toute cette... Et puis c'est un discours un peu lyrique, un discours bien écrit, etc. Enfin, un discours de très grande qualité. Mais il s'adresse à l'extérieur. Il s'adresse à l'extérieur parce que il avait petit à petit pris conscience qu'il était devenu le porte... C'est ce qu'il dit dans ce discours. Je suis le porte-parole des opprimés, et puis il fait la liste de tout ce que sont les opprimés. Donc c'est en ça qu'il est emblématique, et c'est celui qui est le plus connu à l'extérieur, avec le discours de la dette. Donc je vous ai expliqué l'intérêt aujourd'hui de non pas dire qu'il est emblématique, mais d'expliquer que la dette... Alors, moi j'ai un chapitre dans mon livre qui s'appelle Thomas Sankara, précurseur des luttes d'aujourd'hui. Le problème de la dette est un problème qui se trouve maintenant déporté en Occident. Il y a beaucoup de pays qui subissent le même joug, on va dire, le même joug du Fonds monétaire international ou de la Commission européenne. Donc vous voyez, ces discours précurseurs, c'est en ça qu'il est important. C'est en ça qu'il est important, c'est que... et alors, tout le mouvement international contre la dette, il y a des réseaux anti-dette, etc., se sont saisis de Thomas Sankara comme le précurseur de ce mouvement. Et ils ont souvent des initiatives internationales pendant une semaine autour du 15 octobre en référence à Thomas Sankara. Ouais. Alors vous avez suivi Thomas Sankara, même si vous ne l'avez pas rencontré pendant les 4 ans de sa gestion du pouvoir d'État sous la révolution au Burkina. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment donné, ce jeune homme-là, on allait finir par l'éliminer parce qu'il parlait des choses que beaucoup de gens ne voulaient pas entendre? Alors, je ne sais pas si je me suis dit ça, mais en tout cas, avec le recul, c'est clair qu'il ne pouvait pas perdurer longtemps. D'autant plus qu'il a refusé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher qu'on le tue. Donc, mais même s'il avait pris ces mesures, je pense qu'il était... Vous voyez, on en arrive à la justice. Est-ce que Thomas Sankara finalement a fait un suicide? Parce que si vous dites qu'il a refusé de prendre les mesures, il aurait pu éviter qu'on l'élimine? Il aurait pu, oui, mais... Alors, bon, là, il ne faut pas aller aussi simplement que ça. Sankara savait certainement qu'on allait le tuer, mais il y a ce problème d'amitié avec Blaise Compaoré, qui était une amitié assez importante, et je pense qu'il avait une conscience de l'image qu'il a laissée derrière lui. Et quand il dit « nous sommes héritiers de toutes les révolutions du monde », il connaissait les dérives de toutes les révolutions qui ont eu lieu jusqu'à maintenant chez les pays socialistes. Et il y avait la période de l'Éthiopie, là où les militaires étaient censés être révolutionnaires, et ils se sont entretués les uns les autres, etc. Donc il ne fallait pas laisser cette image-là. Et il savait donc que si on commence à s'éliminer
les uns les autres, on ne s'arrêtera plus et notre révolution est morte. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans la fin, et c'est pour ça que le discours du 15 octobre qu'un journaliste français a retrouvé, est intéressant parce que justement, on retrouve la personne qui a retrouvé l'énergie et qui dit, on va se reprendre. Bon, maintenant, on a compris que beaucoup de gens qui sont autour de moi, il ne dit pas sont des hypocrites, sont des gens qui n'ont pas d'argument politique et qui ne veulent qu'une chose, c'est accéder au pouvoir. Donc il dit on va les éliminer dans le sens où on va les sortir des rangs de la révolution, mais il continue à dire qu'il faut unir le peuple, etc. Vous voyez? Donc il a parfaitement conscience de ce qui va se passer. Thomas Sankara a éliminé le 15 octobre 1900. Alors, j'ai pas fini. Oui, allez-y. Donc, suicider, le mot est fort. Il n'était pas question pour lui de se débarrasser de Blaise Compaoré. Les gens au Burkina le savent, il y en a plusieurs qui sont venus lui dire Thomas, si tu veux, on peut se débarrasser de lui. Il leur a dit, vous faites jamais ça. Si vous faites ça, vous aurez affaire à moi. Vous voyez? Donc, moi j'ai fréquenté régulièrement Étienne Zongo. J'ai vu des images du Lion qui dit la même chose. Voilà, ce sont des gens. Bon, lui ne voulait pas. Il ne voulait pas parce qu'il considérait qu'on ne règle pas les problèmes politiques. Donc, justement, dans cette période, il ne veut pas employer cette façon pour ne pas dénaturer la révolution. Il ne veut pas employer cette méthode pour aller de l'avant. Donc voilà, là, lui, il fait cette décision. D'autres auraient sans doute éliminé Blaise Compaoré, qui avait quand même des partisans dans ce pays, et donc on serait entré. Alors lui, il restait dans l'idée, il faut que les hypocrites, on les sorte, mais il faut qu'on continue à unir un maximum. À la fin de la Révolution, il avait recommencé. C'était peut-être une erreur d'appréciation de la situation en présence. Non, lui, il considère que la révolution, c'est unir les révolutionnaires. C'est un peu ça, tandis que les gens qui étaient autour de... Naïveté politique peut-être. Non, pas naïveté. Oui, alors naïveté, j'aime pas ce mot-là, parce qu'on voit bien que c'est pas fraîchement un naïf, c'est quelqu'un qui est très optimiste, qui a de la conviction, qui croit à ce qu'il fait, et donc qui va de l'avant, qui passe au-dessus des obstacles, etc. La naïveté, je pense qu'il savait. C'était pas de la naïveté, puisque je pense qu'il savait qu'on voulait le tuer, ou il voulait ne pas savoir. Mais la naïveté n'est pas le mot, c'est un grand dirigeant politique, donc il n'avait pas de naïveté, en général, il n'avait pas de naïveté sur le fait que beaucoup de gens en voulaient à sa vie. Alors, quand on vous suit dans votre explication depuis le début de l'émission, vous avez dit que vous avez été au Burkina Faso pendant le 15 octobre. Quand Thomas Sankara a été assassiné, quelle a été votre réaction à chaud? Ma réaction, ça a été de commencer à écrire. C'est ça ma réaction. Vous ne vous êtes pas dit qu'il fallait quitter le Burkina Faso rapidement et tout ça? Non. D'ailleurs, non, parce que d'abord, on ne pouvait pas partir pendant une semaine, je crois. Alors, j'avais une amie qui était venue avec moi, elle a pris le premier avion. Mais moi, j'avais pas pris mon retour, je sais plus trop comment ça s'est passé d'ailleurs, parce que Fidel Toé qui m'avait fait venir, il était parti, il s'était enfui. Bon, mais j'ai pas un souvenir d'avoir eu des problèmes particuliers. Hein. J'avais une petite maison à Saint-Léon, donc j'ai pas souvenir d'avoir eu des problèmes particuliers, d'avoir des entraves à mon départ, ni que quelqu'un m'ait porté atteinte à mon intégrité. J'ai commencé à écrire, ça a été ma réaction. Il faut parler de cette révolution. Je voulais le faire, mais je n'osais pas. Hein, vous avez vu que j'ai fait une maîtrise mathématique, donc c'est pas ce qu'il faut pour être un écrivain. Donc je voulais le faire, et ça m'a donné l'énergie à faire. Donc je commence par raconter ce qui se passe, et je rassemble la documentation. Là, je me mets vraiment au travail jusqu'au novembre où je rentre chez moi avec toute la documentation. Et après, vous avez vu les propos qui ont été tenus par Blaise Compaoré. Oui, bah ça j'étais. Enfin, je sais pas si j'entendais tout, mais bon. Il faudrait que j'ai même pas relu ces passages, mais ça doit se ressortir dans les passages de mon livre où je raconte tous les jours ce qui se passe. Donc probablement que ça m'a touché, si vous voulez, quand on disait qu'il était misogyne ou des choses comme ça. C'était vraiment, on peut l'attaquer d'un certain nombre de choses, mais ça n'a pas de sens de dire qu'il est misogyne. Vous voyez, bon, il y avait des attaques comme ça qui consistait uniquement à le salir. Est-ce que vous avez été meurtri de savoir qu'on a tenu autant de propos méchants à l'endroit de Thomas Sankara après son décès? J'ai pas souvenir de ça. Je vous ai dit que j'avais pas de rapport particulier avec lui, donc j'avais pas une relation humaine avec lui. Hein, si vous voulez, j'avais pas d'affection particulière. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que le travail sur l'homme, c'est venu après. J'avais donc une formation politique qui, dans ma tête, faisait qu'une révolution était un acte collectif. Vous voyez? Donc je voyais bien que Sankara était omniprésent, qu'il dirigeait tout le monde, mais j'avais quand même, cette idée-là. Et ce n'est qu'en allant à Madagascar en 95 ou 96, je ne sais plus exactement, ma femme étant malgache,
que je suis rentré à l'académie militaire d'Ansirabé où il a fait 3 ans. Et c'est là, j'ai questionné, j'ai rencontré plusieurs de ses promotionnaires et tous m'ont fait un portrait tout à fait sensible, enfin tout à fait humain, son côté humaniste que je ne connaissais pas du tout. Parce que les gens du PAI avaient tendance à me dire qu'il n'était pas un homme sympa, enfin je ne sais pas comment vous dire, qu'il était pas bien, etc. Donc ils m'ont fait un portrait très humaniste et c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser à l'homme et à écrire la biographie. Alors, écrit donc la biographie de Thomas Sankara, vous êtes parti du Burkina Faso, Blaise Compaoré a pris le pouvoir. Et à distance, est-ce que vous avez un jour cherché à rencontrer Blaise Compaoré? Jamais. Par contre, il y a un cinéaste qui est venu avec moi. Moi, je savais que c'était pas une bonne idée. Mais vous savez, les cinéastes, ils veulent toujours des scoops. Et moi, je ne suis pas un journaliste de profession. Le scoop n'est pas, Oui, ce que je veux. Est-ce que ça vous a tenté de voir Blaise Compaoré pour comprendre pour quelle année est arrivé là avec Thomas Sankara? Je savais que ça servait à rien. Pour moi, je sais que ça sert à rien. On sait ce qu'il dit, on a des images. Il a fait un discours, donc ça ne sert à rien. Et je sais, bon, j'ai vu les journalistes, ils passent leur temps à essayer de le voir, à le faire parler là-dessus, et ils reviennent avec rien du tout, en fait. Hein. Faut pas le prendre, voilà. Donc c'est toujours ma même façon de travailler, rester en bas et sentir le pays par le bas. J'avais suffisamment. Après, moi, je connaissais plutôt des gens de mon milieu, donc je voyais bien les problèmes politiques, j'ai commencé à les comprendre, etc. Mais c'était pas du tout. Et pour moi, ça ne sert à rien de rencontrer Blaise Compaoré. Comparaison pour comparaison entre les discours de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara. Avez-vous pensé? Je ne les connais pas, moi, les discours de Blaise Compaoré. Ça ne vous a jamais intéressé? Si, j'ai dû lire. On a publié sur le site celui qu'il a fait, je crois, le 17 ou 18 octobre. Mais bon, j'ai aucun souvenir de ce qu'il y a dedans. Ça vous intéresse pas, apparemment? Blaise Compaoré ne vous a non, pas... parce que bon, il dit, je sais pas, je pense qu'il développe tout de suite la thèse qu'on a essayé de les assassiner, etc. Enfin, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est là où je fais pas semblant d'être journaliste. Voilà, moi, je m'intéresse à la profondeur du pays, à un phénomène politique qui est global, et je ne pense pas que aller voir des gens du pouvoir m'apportera grand-chose. Alors vous allez me dire, c'est pas objectif, etc. Pourtant, moi, j'avais pas besoin d'aller voir ces gens-là pour émettre dans mes livres des critiques sur la Révolution. C'est pas le... Alors, votre dernier livre qui est sorti, 480 pages, c'est énorme. Thomas Sankara, La liberté contre le destin. Pourquoi un tel titre? Et puis, quelle est la particularité de ce dernier document sur Thomas Sankara? Alors, 480 pages, c'est essentiellement Sankara qui a écrit ce livre. Il faut rétablir à sa juste valeur. Moi, je n'ai fait qu'écrire des textes qui entourent ces discours. Et alors, donc... c'est des textes qui ressemblent à des choses que j'avais écrites. Oui. Ce qui est important dans ce livre, à ma connaissance, en tout cas c'est ce que je recherchais, c'est que pour moi il n'est pas concevable de sortir des livres de discours sans donner un environnement à ces discours. Les gens sont à l'extérieur, ou même ici, ils oubliaient dans quelles circonstances on était, etc. Donc je me suis astreint à présenter chaque discours dans son contexte, éventuellement à dire que ce qu'il dit, qui va faire, ça a eu du succès ou pas, etc. C'est ça qui est très important, c'est de faire en sorte que ce livre soit un tout, qu'il ne nécessite pas, sauf si les gens veulent connaître sa vie plus en détail ou ce qui s'est passé pendant la Révolution, mais a priori ce livre se suffit en lui-même. Il y a des éléments pour comprendre ce qui se passait pendant la Révolution. Il y a une chronologie extrêmement détaillée qui s'adresse peut-être aux chercheurs, mais qui, moi, m'a été très utile. L'enchaînement des dates et là où ils étaient, qui rencontre qui est fondamental. Voilà, c'est ça un peu. Et puis, il y a 30% de discours qui n'ont jamais été publiés dans un livre. Ils sont sur le site d'accès libre, mais ils ne sont pas publiés dans un livre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut se baser sur ce discours-là pour sortir un pays comme le Burkina Faso du sous-développement, les discours de Thomas Sankara? C'est difficile, on n'est pas du tout dans la même situation politique. Mais est-ce que quand même les thèmes abordés sont toujours d'actualité? Ce qui est abordé, c'est ce que vous avez appelé le développement endogène. Bien sûr. Alors après, les questions politiques sont différentes, et c'est là où il y a une difficulté dans ce pays, c'est de se réclamer du sankarisme tout en préparant la société à de nouveau, fondamentalement, c'est se prendre en charge. Ça ne veut pas dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent que Sankara ne voulait pas de l'extérieur, c'est archi faux. Sankara cherchait de l'extérieur, mais il ne voulait pas qu'on lui dise, il voulait qu'elle s'intègre dans la planification du pays et qu'on ne lui dise pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Et donc ça, c'est une difficulté. Donc les discours, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut que les gens se réunissent
qui lisent les discours. J'ai dit aux jeunes, mettez-vous des groupes de 10-15, prenez un discours, préparez-le, il y en a un qui fait résumer, il y en a un qui explique le contexte dans lequel c'est, etc. Et on lit ce discours, on essaie de comprendre dans les détails, et on essaie de le projeter aujourd'hui pour savoir qu'est-ce que ça donne. Il y a plein de choses qu'on peut projeter aujourd'hui. Sur les femmes, il n'y a pas grand-chose à dire de nouveau. Hein, alors c'est vrai que maintenant, les femmes, il y en a beaucoup dans les postes, etc., ça va mieux. Mais sur le développement endogène, c'est quelque chose... Je suis très content de voir que... Je me rappelle, j'avais été ébloui par la première photo de l'Assemblée nationale, de voir tous les députés avec magnifiques faceaux d'Anfani. Et je suis content de voir que même le président va parfois à l'extérieur avec ça. Je trouve ça extraordinaire. Maintenant, bon, ça ne veut pas dire que... L'administration publique, on appelait même un façon d'Anfani Sankara arrive en oui, son temps. Oui, parce que vous avez été avec... Oui, alors moi, je n'avais pas entendu, j'avoue ne pas avoir entendu ce mot-là quand j'étais dans les services, mais je voyais bien qu'il y avait un problème sur l'obligation de les porter. Non, mais plus généralement, parce que le développement endogène, ça veut dire en gros qu'on a des richesses nationales, il faut que la valeur ajoutée, elle reste. Typiquement, le coton, c'est une richesse pour nous, mais si on l'envoie brut à l'extérieur, on se prive de... je ne me rappelle plus le terme économique, qui fait que ça a un effet d'entraînement sur l'ensemble de l'économie. Donc on augmente les capacités de production des usines, ça crée des emplois. On fait en sorte que les femmes, elles tissent un peu partout, et on crée le marché pour que les gens achètent. Donc il y a un effet d'entraînement. Je ne me rappelle plus le terme économique qui désigne ça. Voilà. Donc ça, c'est bien. Oui. Oui. Mais voilà qui est bien clair. Alors, 30 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, il n'y a toujours pas de justice. Ouais. Les corps de Thomas Sankara et ses compagnons ont été exhumés, les tests ADN qui n'aboutissent toujours pas. À ce niveau, où nous en sommes finalement? On est tenté de vous poser cette question parce qu'en 2015, vous avez animé une conférence de presse avec l'espoir qu'il y aura un jour la vérité sur toutes les personnes qui ont été à l'origine de la mort de Thomas Sankara. Oui. Alors, on a beaucoup avancé. Je considère qu'on a beaucoup avancé. Le juge burkinabé semble avoir avancé, M. François Yamiago, puisqu'il a publié une liste d'inculpés. Et la question est déportée en France et aux États-Unis, mais aux États-Unis, je ne vois personne se mobiliser pour qu'on arrive à obtenir des choses de la part du gouvernement américain. En tout cas, en France, nous avons travaillé, grâce à l'aide des députés de l'opposition, on leur a fait écrire des courriers qui ont obtenu qu'il y ait une demande d'enquête parlementaire qui n'a pas été acceptée, mais qui a fait en sorte que ça soit une question publique. En France. Quel intérêt on a à cacher la vérité sur la mort de Thomas Sankara en France? Puisque la question, c'est de savoir si la France est impliquée dans l'assassinat, c'est normal que ça bloque. Enfin, il ne faut pas non plus être naïf sur ce que c'est il y a ce qu'ils appellent la continuité de l'État, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc voilà, ça bloque et ça continuera à bloquer. Donc voilà, nous, on a beaucoup avancé. Maintenant, si le procès s'ouvre demain au Burkina, on ne jugera que les Burkinabés. Et une affaire jugée ne pouvant être réouverte, on aura terminé, le dossier sera clos. Donc il faut un peu de patience, parce que là, le problème posé en France rencontre beaucoup de résistance. Alors sur les ADN, j'ai écrit un long article, je ne sais pas si on va en parler. Moi, en tout cas, ma conviction, c'est que ce sont bien les corps qui sont qu'on a retrouvés. Hein. Il y a plusieurs autres procédés d'identification qui ont été faits. Donc moi, je considère, mais je comprends que la question de l'ADN pose problème. Et il faut effectivement arriver à communiquer avec la population pour qu'ils comprennent pourquoi on n'a pas eu de résultat positif. Bon, je ferme cette question. Et donc en France, donc le juge a demandé une commission rogatoire et a levé le secret défense. La commission rogatoire, ça veut dire qu'il demande à ce qu'un juge français soit nommé en France, qui fasse des auditions sous sa direction. Ça veut dire qu'en gros, le juge de Burkina lui dit il faut interroger un tel et voilà ce qu'il faut lui demander en gros. Voilà, ça ne nous fera pas évoluer, certainement, ça va être un peu plus difficile. Non, oui, ça, le gouvernement précédent a promis qu'il allait le faire, donc j'espère qu'il va le faire. Il ne l'a pas fait à temps. Celui d'aujourd'hui doit être en train de traiter le dossier, on attend la réponse, etc. Bon, il vaut mieux, à mon avis, que la réponse vienne avant que Macron vienne au Burkina, parce que j'imagine bien tous les journalistes, comme c'est arrivé à Barcelone, lui dire, monsieur, comment ça se fait que vous n'avez pas accepté, voilà, le gouvernement précédent a promis, vous ne l'avez pas fait, etc. Bon, ça bloque pourquoi? Parce que, alors il y a ça, qui sera peut-être obtenu. Le secret défense, c'est une question très lourde en France. Et dès que nous avons appris
que le juge demandait le secret défense, tout de suite notre réaction, avec le réseau international, ça a été de rassembler tous les cas emblématiques en France qui se butent sur le secret défense. À savoir Madame Borrell, dont le mari a été assassiné à Djibouti avec la complicité des services djiboutiens et français, à qui pendant 10 ans, on a tenté de bloquer la justice, on lui a fait croire que c'était un suicide. Nous avons par exemple le fils de Ben Barka qui a été assassiné à Paris, etc. Et même chose, là c'est les services marocains. Nous avons le dossier du Rwanda, où il y a un chercheur se heurte au fait que le secret défense est levé, et là, j'insiste bien là-dessus, le secret défense est levé, mais il ne peut toujours pas avoir accès aux documents secret défense parce qu'il y a une femme qui est la légataire de François Mitterrand qui bloque l'accès aux archives. Vous avez par exemple la vérité sur le camp de Tyrol. Donc nous, on a regroupé tous ces gens-là. Il y en a d'autres, hein, mais je passe parce que je pense que le temps est compté, je ne sais pas où on en est. Mais on vient de décider de créer un collectif. Un collectif secret défense. Et on va communiquer, là on a fait la réunion il y a un mois, et on va communiquer là-dessus. Il faut une réforme du secret défense. Qu'est-ce que ça va suffire? Comme je dis toujours, on ne peut pas dire qu'on peut pas engager une lutte en disant qu'on l'a perdu d'avance. On fait ce qu'on a à faire. Donc, vous avez espoir que tôt ou tard, la vérité sera dite sur l'assassinat de Thomas Sankara? Ça, c'est pas que j'ai espoir de toute façon, mais c'est une question de mobilisation populaire, que ce soit chez nous ou ici. Il faut demander la justice. Il ne faut pas le demander au hasard. Si on défile simplement en disant justice pour Sankara, à qui on s'adresse? Aujourd'hui, la question est quasiment bouclée au Burkina. C'est en France que ça se pose. Donc c'est à la France qu'il faut s'adresser. À mon pays. Nous faisons notre travail. Et donc, bon, nous, on est citoyens français. Vous, c'est une question nationale. La vérité sur cet assassinat, c'est une question nationale. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que en ayant rencontré tous ces victimes, hein, parce qu'ils sont victimes directes, enfin ils sont en contact des victimes, nous avons compris que ça allait être une grande difficulté, parce que le secret défense est théoriquement un instrument pour défendre la sûreté nationale en cas de guerre, pour ne pas diffuser des informations. Mais quand on prend des assassinats politiques comme cela, ça n'a rien à voir avec la sûreté nationale. Ou l'assassinat du juge Borrell n'a rien à voir. C'est des assassinats de personnes. La France n'était pas en guerre à Djibouti, elle avait même... Non, c'est simplement que là, il s'agit de cacher la vérité aux Français sur l'histoire de France. Et ça, c'est inadmissible. Et donc, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons tenter avec des députés, puisque nous avons commencé à avoir des liens avec eux, des députés français, pour obtenir une réforme du secret défense qui débloque cette situation. Et nous allons médiatiser. La plupart de ces cas sont assez médiatisés en France, et en nous regroupant, et tout le monde était content de ce regroupement. Parce que chacun souffre dans son isolement, chacun a des victoires, etc. Mais d'être tous ensemble, ça nous a tous redonné de l'énergie. Ça vous donne plus de force. Voilà. Alors peut-être un mot rapidement, nous sommes pratiquement en fin d'émission, sur un mémorial pour Thomas Sankara. Belle initiative pour vous? Oui, belle initiative. C'est indispensable qu'il y ait un mémorial Thomas Sankara. Donc moi, je me suis déjà exprimé là-dessus. Les conditions dans lesquelles ça s'est lancé font que moi, je n'ai pas souhaité m'engager plus dans ce projet. Je lui souhaite bonne chance. Ce n'est pas ma façon de travailler. Ce que je souhaite en tout cas très fort, ce que je souhaite très fort, c'est qu'on s'accorde avec la famille. J'ai découvert il n'y a pas longtemps que la famille ne souhaitait pas que ça soit au Conseil de l'Entente. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à un accord. Si c'est la seule question qui empêche la famille de s'engager, la famille n'est pas du tout dans les mêmes positions que moi. La famille pense que tout ce qui va dans le sens d'honorer Thomas Sankara est bon, mais il y a des limites, si vous voulez, pour elle. Voilà. Donc il faut aller vers cet accord. Ça, c'est la seule chose que je peux dire. Sommes-nous mal partis, peut-être? J'espère qu'ils sont en discussion. La famille et le comité sont en discussion, qu'ils aboutissent dans les discussions, c'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, je ne sais pas ce que ça va donner. Vous pouvez prendre le train en marche éventuellement? Non, moi c'est fini. La façon dont ça s'est passé au début fait que je ne m'engagerai pas là-dedans. Et en plus, l'ampleur de ce projet n'est pas du tout dans... moi, je ne m'engage pas dans un projet qui me dépasse. L'ampleur de ce projet me dépasse. Vous pensez que c'est extraordinaire, c'est un peu superfétatoire? Non, mais moi, je me range pas. Moi, si vous voulez, nous travaillons sur un mémorial virtuel. Je me sens beaucoup plus efficace
hein, à préparer le fait que le site thomassankara.net perdure quand je laisserai tomber, plutôt que de me perdre dans des difficultés de diplomatie, de politique, dans la gestion de ce mémorial, dans lequel, effectivement, ça doit être très compliqué à gérer. Donc c'est ça mon... Mais effectivement, je souhaite qu'on s'accorde ici, que les Burkinabés soient fiers de Thomas Sankara, qu'on ait un beau mémorial, un beau projet, mais ce n'est pas... moi, je préfère... Et ça me demande beaucoup de travail parce qu'on est en train de recruter des jeunes burkinabés. Il faut les former, etc. Donc, Et si le mémorial se réalisait un jour, est-ce que vous allez vous y rendre? J'en sais rien, je ne me suis pas posé la question. Je ne sais pas. Je sais pas, je ne peux pas vous dire. On va voir comment ça va se passer, mais j'en sais rien. Pourquoi pas, j'en sais rien. Vos livres seront exposés. Mais ils sont vendus. Quand j'ai demandé à rencontrer le comité du mémorial, là, et bon, on m'a dit il faut mettre tes livres en vente. J'ai dit bon, c'est pas moi qui m'occupe de ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était le biographe de Thomas Sankara sur Burkina Info TV. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. À très vite sur Burkina Info TV.